Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, un exercice un peu spécial, puisque suite au discours de Jean-Luc Mélenchon lors du meeting numérique qui a eu lieu hier, j'ai eu envie d'écrire une réponse, voilà, d'écrire quelque chose comme une lettre ouverte ou une bouteille à la mer, parce que il m'a semblé que ce discours soulevait des enjeux anthropologiques profonds, qu'on traite régulièrement sur cette chaîne, et que par conséquent c'était cohérent à la fois pour moi d'essayer cette adresse, cette réponse, et d'autre part de la partager avec vous sur cette chaîne. Donc je m'excuse à l'avance pour ceux qui seront troublés par cette espèce de double adresse, à la fois à vous et à Jean-Luc Mélenchon. Mais on va néanmoins essayer de rendre cet exercice, au moins pour nous, utile et intéressant. Bien. Alors voilà, je vous lis le texte. Cher Jean-Luc Mélenchon, ce dimanche 5 juillet 2020, vous avez fait un discours lors d'un meeting numérique. Ce fut un magnifique discours, toutefois, vous y avez déployé une logique qui empêche, à mon humble avis, la France insoumise de réussir dans les tâches qu'elle s'assigne. Voilà. Je partirai d'un morceau de votre propos. Nous ne sommes que des êtres de culture. Alors clarifions tout de suite le point, il ne s'agit pas de comprendre que nous sommes tous des êtres cultivés ou des êtres qui s'intéressent à la culture, il s'agit de comprendre que nous ne sommes pas définis par une nature humaine qui dicterait ses lois et par rapport à laquelle on pourrait être des êtres contre nature. Non, non, non. Nous sommes des êtres de culture, ça veut dire que nous sommes des êtres construits, des êtres sociaux, et que nous sommes à la fois toujours façonnés et en train de façonner ce qui nous délimite en tant qu'ensemble culturel, c'est-à-dire un ensemble de normes, de représentations, de pratiques, de manières de penser, de sentir, d'agir, etc. Voilà, que nous façonnons et qui nous façonnent en même temps. C'est ce que nous sommes qui nous définit. Bien. Une fois qu'on est d'accord sur ce point, j'avancerai un peu. Qui s'occupe de la culture? Qui en fait son objet d'étude? Les anthropologues. Et pour ce qui concerne les thèmes qui vous intéressent plus particulièrement, probablement l'anthropologie politique. Et il se trouve que, dans la suite de votre discours, je ne trouve pas trace d'anthropologie politique ou d'analyse anthropologique. On verra pourquoi est-ce que c'est important dans un instant. Vous êtes revenu très vite au corps de votre discours, et à ce moment-là, la question était la suivante. La France peut et doit encore être suffisamment forte pour engager la grande bifurcation, pour mobiliser l'État, les communes, nos alliances internationales, nos ingénieurs, nos scientifiques, contre la catastrophe. Voilà. La question c'est comment faire, comment atteindre cette mobilisation. Nous sommes encore, selon vous, un grand pays, du fait de nos capacités techniques, scientifiques et diplomatiques, et pour le dire autrement, nous avons besoin des services de l'État redevenus stratèges, des services publics pour éviter la fin du monde en général et la fin de la France en particulier. À ce moment-là, il faut rappeler que la racine du problème, et pas qu'en ce moment, c'est le niveau d'abstention, le niveau de désengagement, le niveau de démobilisation, de désunion dans le pays, qu'on rencontre au moment des élections évidemment municipales, mais par ailleurs qu'on a pu constater lors d'autres élections. Voilà. Comment produire cette grande mobilisation lorsque le peuple ne se mobilise pas en masse, et notamment ne vote pas en masse? Bon, voilà la question. Alors pourquoi il ne vote pas, ce peuple? Pourquoi, pour reprendre vos termes, il n'y a pas de mobilisation populaire? Pourquoi le peuple ne se mêle pas de ses affaires? Pourquoi les gens ne se sentent pas le devoir de s'occuper de leur pays? Pourquoi ne fait-il rien pour se sauver lui-même et pour éviter la fin du monde? Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce dont la France manque, c'est une unité culturelle qui pourrait se construire autour, je ne sais pas moi, d'une religion ou d'un parti? bah, Évidemment, c'est difficile puisque, dans le fond, la France insoumise ne saurait être un entrepreneur religieux, créer sa propre religion. Elle s'est construite contre la notion de parti en tant que mouvement, donc il lui est complètement contre-intuitif de se développer comme un parti. Donc voilà, ça peut pas vraiment être, on ne peut pas compter là-dessus, quoi. Alors est-ce qu'on pourrait compter sur, dans le fond, une réalité professionnelle, économique, sociale, partagée par les Français, qui à ce moment-là, voilà, la commune misère du quotidien qui pourrait devenir un élément fédérateur?
hélas, on le sait, et on le sait depuis les décennies et les décennies qu'on fait face à ce constat, une commune misère, une communauté de souffrance ne suffit pas à créer une communauté de mobilisation, à une communauté de mise en mouvement. Lorsque Marx nous dit prolétaires de tous les pays, unissez-vous, il nous dit personne qui avait le même rapport de propriété à l'outil de production, vos intérêts sont communs et par conséquent faites bloc. Mais cette communauté de situation en fait ne fait pas bloc. Ça ne suffit pas. Il faut des symboles, il faut de l'amour, il faut de la conscience, de la mobilisation, les conditions de cette mobilisation, et celles-ci sont absentes. Alors comment faire ? Comment faire ? Dans le fond, c'est là que nous butons sur la culture. C'est la culture qui fait qu'il n'y a ou qu'il n'y a pas cette mobilisation. Et quand on parle de culture, de quoi on parle ? On ne parle pas d'une chose noble, belle, exemplaire, posée sur la bibliothèque entre les Pléiades, Sénèque et puis Condorcet. On parle de manière de vivre, de faire, de sentir, de parler, de manger, de travailler. Un ensemble de représentations de normes et de valeurs qu'on ne peut pas sonder de loin, qu'on ne doit pas folkloriser. C'est tout simplement ce que nous sommes, c'est nous. Et cette culture, c'est ce qui permet d'expliquer des phénomènes massifs comme le désengagement des classes populaires et plus particulièrement le désengagement vis-à-vis des urnes. En d'autres termes, aujourd'hui, la culture, c'est ce qui vous échappe. Une des raisons pour lesquelles les gens ne votent pas, et une des raisons pour lesquelles les gens ne votent pas pour le programme L'Avenir en commun, c'est que l'horizon qui est déployé, c'est la dernière chose qui peut rassembler le peuple français, pour une raison culturelle profonde. Les gens ne peuvent pas croire que les causes du mal dont ils souffrent seront les sources du remède à leurs maux. Les gens ne croient pas, dans le fond, que les causes du mal pourront être les sources du remède. Je vais commencer par un gros mot, pour décrire ce mal, l'acosmisme, c'est-à-dire la négation du monde, c'est un terme que j'emprunte à Hannah Arendt dans La crise de la culture. L'acosmisme généralisé du XXe siècle, dont les sciences, la technique et les états stratèges ont été les accélérateurs, ne saurait être la solution à la fin du monde. Il n'y a pas d'un côté l'abominable ingénierie sociale des technostructures ordolibérales soutenues par le capitalisme déchaîné, et de l'autre côté un État stratège, mais démocratique et donc par essence gentil. Les gens voient d'un côté comme de l'autre un énorme déploiement de puissance administrative, scientifique, policière et technique qui promet de bien gérer le sort du commun à la place du commun. D'un côté comme de l'autre, il y a une mobilisation démente de l'ensemble du corps social. De ce genre de manifestation qui nie le monde comme limite parce qu'elle place en leur cœur la volonté humaine et non pas autre chose, volonté qui par nature est illimitée et dévorante. En d'autres termes, ce sont des perspectives qui manquent prodigieusement d'altérité. C'est littéralement cette volonté illimitée en action, mise en œuvre par la science, la technique et l'État, qui est la fin du monde même, et probablement aussi une agression violente contre la possibilité de faire culture, de faire culte là où on est. Bien. En France, qui est à l'origine de la catastrophe ? Prenons quelques exemples. Qui a détruit les sols ? Qui a organisé la désertification ? Est-ce que c'est le marché ? Pas directement. C'est la planification, c'est la DATAR, c'est l'INRA qui ont livré une victime toute prête à Monsanto et à Bayer. Et quand vous dites ça, vous comprenez que partout dans nos campagnes, l'État stratège, on s'en méfie. On s'en méfie parce qu'on comprend que dans cette omnipotence d'un acteur supérieur, on déploie la possibilité d'une ingénierie sociale qui est en elle-même une agression envers la culture. Bien. Qui a produit le monstre nucléaire français et le désastre Cigéo ? C'est encore l'État, ce ne sont pas les forces déchaînées du marché, mais une raison instrumentale, éclairée par une idée du bien commun, qui a fait tout ce mal en pensant faire le bien. Cette puissance-là même qui a causé le mal ne saurait être perçue comme un remède. Or, quand il s'agit de quitter les berges d'un quotidien, surtout morbide et fatigant, quand il s'agit d'abandonner des repères déjà branlants, lorsqu'on est fatigué
et que l'on doit partir, pour reprendre votre métaphore, on ne part pas pour une situation qui ressemble à s'y méprendre à celle qu'on quitte. On cherche un tout autre chemin, une toute autre aventure. Il ne s'agit pas d'abandonner l'idée de planification, mais peut-être serait-il bon de repenser ses modalités, ses buts et ses moyens à l'aune d'une humilité première qui respecte et prend soin, d'abord et avant tout, euh, des germes, des premiers rameaux de culture renaissante qui percent ça et là sur notre territoire, plutôt que de relancer la méga-machine du contrôle et de la prévisibilité, de la mise en contrôle, de la mise en prévisibilité du réel, de l'environnement, de ses alentours, de nos vies, de nos sorts. C'est tout autre chose de mettre la science, la technique et le politique au service des échelles locales, au service de ce qui se vit à l'échelle de la fréquentation. C'est ce que vous voulez faire avec la police, par exemple, voilà, mettre plus de proximité. Pourquoi ne pas le faire, dans le fond, d'abord avec l'industrie, le commerce, puisque dans le fond, l'industrie et le commerce font plus la police de la vie des gens que la police elle-même, en ce sens qu'ils l'ordonnent, en ce sens qu'ils la régentent, qu'ils la standardisent. Ce mouvement-là de mise au service de l'État par rapport au commun à l'échelle de la fréquentation, il faut que chacun le sente, que chacun le sache intuitivement, et seulement alors il pourra avoir confiance. Ce n'est pas seulement une constituante qu'il faut, c'est une myriade de constituantes perpétuelles à l'échelle de chaque territoire, de chaque nœud, ce en quoi, de mon point de vue, comme je le répète souvent sur cette chaîne, les ronds-points déployés par les Gilets jaunes et les assemblées constituantes qui se sont déployés en France ont été une invention politique géniale. Voilà, on arrête le flux dans les lieux de passage du flux et on crée des assemblées citoyennes immédiates, ouvertes à toutes et à tous, et dans lequel on doit venir de temps en temps s'arrêter et parler du commun dans une forme d'autochtonie temporaire. Moi qui suis là maintenant, voilà ce que je pense du commun. Bien, tout en ralentissant le flux. C'est complètement génial et peut-être quelque chose en sera fait à l'avenir. Bien, mais revenons à cette lettre. Ce n'est pas seulement une constituante qu'il faut, mais une myriade de constituantes perpétuelles à l'échelle de chaque territoire, de chaque... Dans le fond, quand on parle de l'État stratège, de quel État parle-t-on ? J'en reviens à ce moment-là à une question de ma femme qui est lumineuse de clarté. Est-ce que l'État, c'est nous, ou est-ce que c'est encore le monstre à côté ? Bon. Là où l'État peut aider, c'est en remettant les clés de l'action publique à l'échelle locale. Vous parlez en ce moment souvent de la problématique de l'eau, des pertes de l'eau, etc. Et c'est finalement une thématique ancienne au Front de gauche, au Parti de gauche. Monsieur Gabriel Amar, que vous avez cité comme étant le référent sur cette question, il y a 8 ans, quelque chose comme ça, accompagné à l'impulsion de la création d'une régie municipale de l'eau à Viry-Châtillon. Bien que l'État stratège rende cette expérience de réappropriation inévitable partout, mais partout de manière différente, pour que chacun se trouve face aux conséquences immédiates de sa liberté. Quand l'État stratège va se proposer au vote, quand la constituante va se proposer au vote des Françaises et des Français, moi je vois toutes les personnes que j'interviewe un peu partout en France sans arrêt et qui me parlent, notamment quand ils sont en situation de vulnérabilité sociale, voilà, ce en quoi ils peuvent croire, ce en quoi ils ne croient plus, ce qui les accable chaque jour dans leur vie, le peu de confiance, c'est même pas de défiance, c'est l'absence totale de confiance qu'il peut y avoir par rapport aux institutions. Ces gens-là, on peut leur parler, on peut reconstruire des choses avec eux, mais pas leur proposer d'emblée la confiance vers une espèce de superstructure qui viendrait capter la décision. Il faut leur donner l'assurance qu'on les soutiendra là où ils feront, et là où le bien commun sera défini de manière nécessairement légitime pour eux, c'est-à-dire à l'échelle de la fréquentation, à l'échelle où chacun vit. Bien. Alors, vous sentez bien dans mon propos, et c'était déjà présent évidemment dans votre discours, la tension qu'il peut y avoir entre les échelles.
Et pour vous, c'est ce que vous dites dans votre discours, on ne peut pas abandonner l'échelle nationale au profit du local et surtout pas sous la mouture des régions européennes promues par le parti écologiste. Enfin, pardon, ils ne sont pas plus écologistes que ça, je veux dire, par le parti Europe Écologie Les Verts. En fait, de mon point de vue, c'est une fausse question, une fausse opposition, comme si l'Europe aujourd'hui, c'était la possibilité d'un réel localisme quelconque. Non, la question c'est qu'est-ce qui vient de l'État? Qu'est-ce qui vient du centre? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est une puissance émancipatrice? Ou bien est-ce que c'est la technostructure et le pouvoir illimité de la volonté donné à un acteur surpuissant? Il me semble que l'associationnisme de Jaurès pourrait être ici d'une grande aide avec les travaux de Marcel Mauss. C'est-à-dire vraiment sous la forme la plus élémentaire, cette première alliance historique d'ailleurs entre Jaurès d'un côté, Durkheim et Mauss de l'autre, entre le socialisme associationniste et puis, la socio-anthropologie. Bien. Et je pense qu'il faudrait surtout retenir Mauss parce qu'on est en train de s'éloigner de procédures d'ingénierie sociale qui étaient chères à Durkheim. Enfin, peu importe. Voilà. Que l'État soit essentiellement l'outil pour laisser la place à l'association, à ce qui localement peut refaire culture, peut cultiver le lieu, le sol, peut restaurer la plaie béante du fait culturel aujourd'hui en France. Alors, pourquoi est-ce que j'en appelle à la mémoire de Jaurès à cet endroit-là? Parce que l'associationnisme me paraît, avant même qu'on travaille sur, par exemple, d'autres travaux, d'autres anthropologues convivialistes, ou qu'on retravaillait Ivan Illich, on a, dès ce moment-là, historique, idéologique français, cette idée assez géniale que l'État va faire trois choses. D'abord, il va laisser la place aux associations. Deuxièmement, il va porter un horizon et des valeurs qui forment essentiellement le commun. Troisièmement, il va protéger les communs, sous la forme d'associations, des puissances d'argent. Donc c'est ces trois rôles. Laisser la place, tenir la maison et protéger des puissances d'argent. On a là quelque chose qui, il me semble, pourrait adresser la situation la France dans la situation anthropologique dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire dans l'état dans lequel se trouve ça et ses cultures. Bien. Le mouvement, la France insoumise, trouve d'ailleurs sa place, vous le savez mieux que quiconque, lorsqu'il est une force réelle et pratique sur tous les territoires, dans les quartiers, dans les communes, dans les campagnes, une force d'appui pour des changements construits sur place. Pour revenir sur le problème spécifique des élections, les élections municipales démontrent, il me semble, qu'on ne peut pas laisser le peuple faire l'air du peuple, parce que le peuple, c'est littéralement ceux qui sont vulnérables, les plus vulnérables vis-à-vis des macrosystèmes techniques, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de la vie elle-même. Bien. Je ne suis pas sûr que vous prenez suffisamment en compte les conséquences anthropologiques du mélange étrange de technocratisme, d'ultralibéralisme et d'ordolibéralisme qui sévit depuis des décennies en France. Il me semble que vous voyez avec beaucoup d'acuité, beaucoup de précision, les ravages, qu'on pourrait dire presque institutionnels et politiques et économiques, de cette doctrine-là, pour résumer, de l'ordolibéralisme. Dans votre combat ancien et acharné contre l'hydre européenne technolibérale, vous en avez une conscience et une connaissance précise. En revanche, il me semble que, peut-être en la connaissant, peut-être en ne la connaissant pas suffisamment, vous ne mettez pas assez au cœur de votre discours, de votre adresse à la population, la manière dont cette idéologie produit du renoncement profond, la manière dont cette idéologie mise en pratique, mise en œuvre par des politiques, par des réalités économiques, a détruit, a abîmé, a fatigué le corps social français. Comment est-ce que cette idéologie-là a produit du renoncement d'abord, et puis ensuite du dégoût, pour le dire autrement, une forme de dégagisme qui jette le bébé avec l'eau du bain. Monsieur Mélenchon, j'ai le plus profond respect et une grande admiration pour votre engagement et votre œuvre. Je sais que vous suez sang et eau dans l'espoir de construire au pays un avenir meilleur, mais
Pour donner à vos ambitions la chance de rencontrer le pays de l'abstention, il faudra peut-être recourir un peu plus aux éclairages de l'anthropologie politique, sans quoi l'écosocialisme ne sera pas une planche de salut, mais une butée sur laquelle nos espoirs viendront s'échouer. Je forme ici le vœu que ce pays trouvera son chemin pour se refaire à travers les ruines fumantes que nous laissera l'ultime avorton du libéralisme à la française, c'est-à-dire M. Macron. Si cela doit advenir, vous y aurez sûrement contribué largement, mais prenez garde, j'y reviens, à l'état du pays. Ce n'est pas tant de direction qu'il manque que de force et de soin pour renaître à lui-même. Salut citoyens, à bientôt tout le monde. Voilà, oui, je dis à bientôt tout le monde parce que la lettre est finie.